Pour ces histoires de divination, dans mes cours, donc j'étais au CNRS jusqu'à, donc je suis rentré en 88, en 85, oui, à peu près, je crois. Et en 98, je suis rentré à l'école pratique des hautes études, sollicité par Michel Cartry. Et cette position qui me faisait sauter directement à directeur d'études avait comme clé en main l'obligation de prendre en charge le laboratoire de système de pensée en Afrique noire. Donc j'ai dirigé pendant 8 années, à la suite donc de Alfred Adler, lui-même à la suite de Michel Cartry, à la suite de Luc Deuge, je crois. Je ne suis pas sûr. Bon. Mais en tout cas, et là, j'ai eu une charge d'enseignement que j'ai toujours, qui est une charge d'enseignement assez particulier, qui n'est absolument pas formaté selon le modèle universitaire, dans la mesure où l'unique exigence que j'ai, qui pèse sur moi, c'est de ne pas me répéter d'une année à l'autre. Mais en fait, je peux faire absolument ce que je veux. C'est une chaire de religion en Afrique noire. Mais par exemple, depuis plusieurs années, je travaille sur des matériaux de type paganisme contemporain, New Age, aucun problème, personne ne me dit quoi que ce soit, je fais comme je veux. C'est des petits cours de personnes qui, traditionnellement à l'EPHE, une minorité des étudiants valident le cours. Donc ils viennent soit pour le sujet, soit pour moi, soit bon. Et du coup, ça ne fait pas vraiment partie d'un cursus de formation. Et le PHE, je ne devrais pas dire ça, mais pas très bien placé pour assurer un cursus, par exemple, en anthropologie. C'est pour ça que des gens qui sont sérieux, je les envoie à Nanterre. Parce que là, ils ont 3 années, ils sont vraiment formés. Tandis que le master à l'EPHE en anthropologie, ben, tiens, je vais faire le cours d'introduction, je fais 3 cours, tu fais 3 cours, tu fais 3 cours, et bon, on ficelera quelque chose. Mais ce n'est pas vraiment ça. Et tout le truc de l'EPHE, ça marche sur le principe du tutorat et de l'encadrement individuel, donc beaucoup plus relationnellement intéressant, mais c'est petits comités, petits trucs comme ça. Donc, dans ce cadre-là, mon enseignement, qui était beaucoup sur l'Afrique et maintenant beaucoup moins, j'ai adopté de plus en plus le principe que l'accès à la compréhension des rituels passe par la pratique donc, des situations rituelles ou ritualisées. Et du coup, j'ai fait une première expérience qui s'appelle Le Rouge et le Noir, qui est donné, c'est le titre à cette collection d'articles, qui était une rite d'initiation, qui était The Red and the Black. Donc, c'était un rituel donc, qui était franco-belge, mais qui était exporté aux États-Unis. Bon, c'était un peu compliqué. Au cours duquel la langue initiatique, c'était le français. Donc, désormais, on va parler français. Donc, il y avait tout un sorte de trucs mystification. Mais en gros, c'était une rite d'initiation masculine durant laquelle les hommes se faisaient initier et les femmes participaient en tant qu'exclues, faisant des trucs typiques des initiations, c'est-à-dire elles devaient parler entre elles suffisamment fort pour ne pas entendre ce que moi je suis en train de dire aux novices. Donc j'ai fait ça plein de fois dans mon cours et puis à des séminaires et parfois pour les étudiants de thérapie familiale, des psy et compagnie. Et donc ça a donné lieu à cet article. Très intéressant, depuis 2 ans, Klaus Amberger le fait aussi,
dans son cours. Il y a d'autres, Éric Joly l'a fait à Lyon, mais lui, il l'a fait dans son cours en y ajoutant une version initiation féminine. Donc l'initiation féminine qui a lieu en quelque sorte dans les coulisses de l'initiation masculine, autant l'initiation masculine est explicitement déclarée et les femmes y assistent mais en tant qu'exclus, autant dans l'initiation féminine les hommes ne sont pas conscients qu'il y en a une, ils découvrent par la suite. Donc l'idée était de prendre appui sur les différences un peu consacrées des initiations féminines et masculines et de le perpétuer et voir ce que ça donne. Donc il fait ça depuis 2 ans, c'est très intéressant. On est en train de vouloir écrire un petit peu ça à partir avec les étudiants qui participent. On va voir ce que ça donne. C'est intéressant parce que ça prend appui sur les trucs les différences de genre, donc ça n'invente rien, évidemment. Mais moi j'ai tenté, je vais peut-être cette année le faire en divisant les gens non pas selon le genre, mais selon un critère qui n'est d'emblée pas asymétrique. Par exemple, est-ce que la date de naissance est père ou impair? Alors, et je vais initier donc les pairs, ou les impairs. Hein. Et l'idée, c'est d'engendrer des types de discours ou d'actions qui attribuent des qualités définitoires de ah oui, les pairs, ils sont équilibrés, quoi. Et du coup, ils peuvent supporter l'initiation. Tandis que les impairs, c'est toujours un peu délicat comme ça. Bon, n'importe quoi. Mais bon. C'est toujours cette idée d'aborder le rituel pas comme une instance expressive, mais comme une instance générative, quoi. Que ça donne lieu à des réalités. Et bon. Évidemment, ça fait les deux, c'est forcément circulaire, mais c'est le côté génératif qui m'intéresse. Et du coup, dans mon cours, je fais des rituels. Et un des rituels sur lesquels j'ai joué un peu, mais que je n'ai jamais documenté comme je devrais, mais chaque année je me dis je vais le faire, c'est mobiliser donc les chaussures de Marcel Mauss pour une séance de divination. Et donc, c'est des chaussures que je raconte que j'accède à ces chaussures. En fait, c'est des chaussures compliquées. Ça vient de Maurice Bloch, parce que Maurice Bloch, qui est une sorte de neveu distant de Marcel Mauss, aurait trouvé ces chaussures lors d'une sorte de vide-grenier familial. Il les a pris, bon, ça faisait rire un peu comme ça, mais qu'ensuite il les a donnés comme cadeau à Philippe de Scola lorsque Philippe est rentré au Collège de France. Et moi, je demande à Philippe de me les prêter. Donc, on commence avec ces chaussures. Et à la différence de Rouge et le Noir, où moi j'orchestre très soigneusement le truc, là c'est plutôt du genre, on a un problème, nous sommes à la 5e section de l'EPHE, Marcel Mauss a enseigné à la 5e section de l'EPHE, il est littéralement là, ses chaussures sont là, et puis je parle un peu, il aimait le boxe, je parle de différentes choses, et comment doit-on faire pour faire une rite de divination qui implique la rentrée en communication avec lui. Et grosso modo, je laisse faire. Et du coup, les gens, ils essaient plein de différents... Donc, je guide un peu, mais le moins possible. Et les gens, ils inventent plein de trucs. Donc, il y a certains gens, bon, je vais mettre les chaussures là, je mets mes pieds dans les chaussures, à côté des chaussures, je me couvre avec une sorte de tente et je parle avec le voile. Bon, ça marche jamais très bien. D'autres, j'essaye qu'on n'abuse pas trop les chaussures, mais de jeter les chaussures, les tourner, en tout cas. Et les gens finissent par trouver un dispositif qui est viable. Généralement, ça tourne autour d'un truc oui ou non. Donc, c'est qu'on pose des questions et Marcel Mauss répond par oui ou non. Donc, ça peut être une pièce mais inévitablement va s'imposer des petites choses spontanément. Avant de faire le truc, on va toucher les chaussures, les 2 chaussures avec pas une. Et quand on touche une, tout le monde dit hey, l'autre. Donc on touche toute l'autre chaussure. Donc bon, il y a des petites choses qui viennent, comment dire, sculpter le dispositif, qui finit par être viable et efficace, et ça marche. Celui que moi je préfère, c'est
un bout de papier sur lequel il y a écrit oui ou non, qu'on lâche et ça fait comme ça. Mais il y a toujours des problèmes. Qu'est-ce qui se passe quand ça touche une chaussure, quand ça ne touche pas, ou quand c'est entre les chaussures, ou est-ce que et là, une fois que le dispositif est trouvé, là ça prend à peu près 45 minutes. À peu près. Mais bon, j'explique qu'on fait ça à des fins didactiques, mais il faut se laisser intuitivement trouver certains trucs qui sont plus sensés que d'autres. Et c'est intéressant de pouvoir les évaluer. Après, on va discuter de tout ça. Et là commencent des questions, et c'est toujours les mêmes questions qui démarrent. Marcel Mauss, est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que c'est vraiment vous? Bon, des trucs parfaitement de métadivination en réalité, c'est comme ça. Et puis les gens, ils commencent peu à peu à poser des questions qui importent plus pour eux. Est-ce que je vais finir mon master cette année? Et ce qui est génial, c'est que parfois il y a par exemple des suites de noms. Et là, les gens se mettent à bosser comme des dingues. Est-ce que je vais finir mon master cette année? Non, non. Est-ce que je vais réussir mon master? Non. Marcel Mauss, oui, parce qu'un des problèmes, je joue beaucoup là-dessus, comment est-ce qu'on l'adresse? C'est Marcel Mauss, c'est Marcel, c'est professeur Mauss, c'est monsieur Mauss, c'est toi là. Bon, et donc, je pousse les gens à prendre des petites décisions comme ça. Si quelqu'un dit, et si on faisait ça? Moi, mon truc, c'est faites-le. Du coup, peu à peu, les gens s'engagent et se commettent là-dedans. Et pour ce truc des questions, lorsque je vais réussir mon master, non. Marcel Mauss, est-ce que je vais terminer cette année? Non. Marcel Mauss, est-ce que je vais... et puis, bon, là, les gens sont très emmerdés. Et ils travaillent comme des dingues pour trouver une forme de question où ça admet un oui. Donc, il y a des choses géniales. Est-ce que je vais trouver un petit ami cette année? Non. Bon, est-ce que je vais trouver quand même quelqu'un qui je peux faire confiance? Non. Est-ce que bon, et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique parce qu'on voit les contraintes qu'impose simplement la pratique. Parce que là, on est parti sur l'idée que, disons, c'est très difficile d'expliquer ce type de phénomène par le fait que les gens croient que Marcel Mauss est là et du coup. Et en fait, j'essaie de faire tout mon cours sans jamais utiliser le mot croire, jamais. Mais plutôt, ils sont pris dans la logique même de la pratique. Et grosso modo, on fait ça pendant 15-20 minutes. Les gens, ils posent des questions, on a des trucs. Et puis, je dis, bon, maintenant, il faut fermer les boutiques. Et là, c'est là où c'est vraiment intéressant parce que on ne peut pas simplement arrêter comme ça. Et du coup, il y a une énorme imagination exercée pour comment terminer, comment clôturer ce truc-là. Et là, il y a des gens, puisque j'avais raconté qu'il aimait bien le boxe, c'était des 10, 9, 8, comme Marcel Mauss c'est KO. D'autres moments, des gens ont dit bah, on va lui faire un chocolat chaud. Du coup, quelqu'un a acheté un chocolat chaud et puis on veut le donner à Marcel Mauss. Mais comment on le donne à Marcel Mauss? On le jette par la fenêtre. Donc il y a plein où on fait marcher. Parce qu'au début, je mets toujours les chaussures. En fait, au tout début, je mets les chaussures de l'autre côté de la porte, fermée. C'est comme ça que je démarre. Et à un moment, ça dépend. Les gens, parfois, ils sont très timides. S'ils sont très timides, à ce moment-là, j'entre ouvert la porte. Et puis quelqu'un va dire, bon, on le fait rentrer, quoi. Allez, faites. Du coup, là, ça... Bon, alors, donc, du coup, parfois, pour terminer, il faut lui faire reculer. Il faut sortir de la porte. Non, il y a plein de choses. Mais c'est très intéressant qu'en fait, donc là, ça démarre très, très, très lentement. Mais une fois que ça prend, en fait, c'est très difficile de simplement lâcher. Et du coup, on discute de ça et de combien et de quelle façon est-ce que la pratique et les formes précises de pratique
ont un effet, disons, structurant, qui entraîne pas l'adhésion des gens, mais l'adhésion des gens à pratiquer à agir d'une certaine façon. Encore une fois, je ne m'interroge pas sur ce que les gens pensent, je n'ai pas accès. Et ça marche très bien. Donc là, j'ai un autre petit truc, là, j'ai fait cette année, parce que souvent, j'utilise comme exemple d'allumer une cierge pour la Vierge. J'aime bien le truc de la Vierge, comme ça. Mais là, j'ai inventé un petit rituel avec l'eau, où on jette de l'eau sur une image comme ça. Bon, je vais tester. Notre petit rituel. Simplement que les gens et ce qui marche bien, c'est que c'est d'impliquer les gens comme observateurs dans la mise en scène, dans la mise en forme de la scène. C'est-à-dire que je veux qu'ils s'engagent d'emblée, presque ordinairement, de façon ordinaire. Mais donc, mais là, c'est ma dernière année, cette année. Du coup, cette année, je peux faire la pratique à mort. Donc, je crois que je vais faire plein de trucs pratiques. Malheureusement, un de mes exemples, plein d'exemples que j'aime bien, mais c'est une série pour les animaux de compagnie. La mort des animaux de compagnie. Il y a une littérature, disons, sur le net, il y a des trucs vastes et très importants et très, très poussés maintenant, parce que là, il y a toute l'idée, c'est que la mort de votre animal de compagnie, de votre pet, c'est la première fois que vos enfants se confrontent au phénomène de la mort. Du coup, vous ne devez pas le faire n'importe quoi. Du coup, ritualisez-le. Et on va sur Pet Death, Amazon, 150 bouquins, quoi. Aucun problème. Donc, là, c'est une source de rituels. Cactus et ours polaire, hein, les deux. Très intéressant, avec des rituels qui se cactisent progressivement. Non, très, très intéressant. Donc là, cette année, je vais à mort. J'utilise ça, mais on va les faire beaucoup plus que... Donc, il y avait juste une chose que je voulais discuter juste un tout petit peu, c'est que j'ai maintenant donc un premier sorte de paradigme pour aborder les rituels, qui sont le truc relationnel. J'ai un deuxième paradigme qui voit ce truc relationnel comme de deux voies possibles de ritualisation, donc avec le truc de réfraction et condensation. Puis j'ai un troisième, que j'ai développé un peu, mais pas au bout, qui voit le rituel comme un parmi une multitude de modes de participation ou régime d'attention. J'utilise les deux. Et grosso modo, cette idée-là est une sorte de... Elle s'appuie sur deux idées. Un, c'est pas possible qu'il n'y a que la vie ordinaire et le rituel. Point. Je veux dire qu'il n'y a que les humains, on est super compliqués et que là, on n'a que deux modes d'être, de représentation. C'est dingue. On a le jeu, on a le spectacle, on a plein de choses. Du coup, bon. Et deuxième repoussoir, en quelque sorte, c'est la notion de performance à la Schechner, qui donc a eu le mérite de dire non, depuis le truc de Goffman, présentation de soi, jusqu'à la présentation théâtrale, jusqu'au rituel, tout ça, c'est un phénomène unitaire qui mérite d'être appelé performance. Et c'est vrai qu'il y a des éléments récurrents, c'est intéressant, c'est une perspective, et il est très malin, et c'est très bien. Le rehearsed behavior, c'est superbe, c'est vraiment bien. Mais ça manque de pouvoir discriminant. C'est-à-dire que je sais pertinemment bien, pour l'avoir fait, que lorsque je participe à un rituel, ou lorsque je m'engage dans un jeu, ou lorsque je suis impliqué dans une pièce de théâtre, je vis les choses différemment. Et je fais attention à des différents types de choses. Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas de critères objectif qui me permet de distinguer entre un jeu ou un rituel ou vie quotidienne. Si je vois un élément, une suite de comportements de façon suffisamment distanciée, je ne peux pas savoir si c'est un rituel, si c'est des gens qui jouent à faire un rituel, si c'est des gens qui mettent en scène le fait de jouer à faire un rituel, si c'est des gens qui
qui agissent de façon ordinaire, mais c'est des gens bizarres parce que c'est des bongo-bongo et pas les gens qui je connais. Bon, je ne peux pas savoir. Mais si je suis un tout petit peu impliqué, si je participe même un tout petit peu, en fait, ça m'appelle à une sorte de participation virtuelle qui fait que je peux faire des hypothèses qui tombent assez justes concernant la nature de l'activité en question. Donc l'idée là, c'est que ce n'est pas parce que j'identifie bien que maintenant je sais bien agir, c'est plutôt l'inverse. Je suis à même de reconnaître, en tant qu'humain et même en mammifère, certaines façons de faire qui me permettent maintenant d'identifier et que le chien, il peut jouer autant que l'humain et c'est pas parce qu'il... Bon, Alors, moi, batesonien, je suis prêt à payer le prix de dire que c'est du hardware. C'est-à-dire que j'ai ma nature humaine, j'ai une susceptibilité à la participation à certaines modes, certaines formes d'interaction et que bon. Du coup, l'idée, c'est de dire qu'il faut un modèle dans lequel le rituel n'est qu'une de ces formes. Et du coup, ça, c'est mon troisième modèle. Et là, j'ai trois éléments. C'est des modèles élémentaires. J'ai les actions que les gens font. J'ai des dispositions, c'est-à-dire les états émotionnels et intentionnels qu'ont les acteurs. Et j'ai la présupposition d'une relation entre les deux. Et cette relation peut être de différents genres. Et chaque fois que ça change, c'est une différente mode de participation au régime d'attention. Du genre, dans la vie quotidienne, en Occident, la configuration par défaut, c'est que les actions expriment ou notifient les dispositions des acteurs. Si je pleure, c'est que je suis triste. Si je gueule, c'est que je suis fâché. Alors, c'est pas toujours comme ça, parce que je pleure parce que je veux qu'on fasse attention à moi, pas parce que je veux être triste, mais l'idée était que la présupposition que nous partageons, qui nous permet d'interagir sur le mode d'interaction ordinaire, c'est cette présupposition-là, c'est que les actions des uns des autres sont l'expression des sentiments et des pensées des uns des autres. Okay. Et que grosso modo, face à vos actions, ça me touche, et moi j'ai des dispositions qui se traduisent dans mes actions et on négocie, un truc comme ça. Dans le rituel, très différent, c'est des actions qui convient de faire à la façon qu'il convient de les faire, qui sont censées avoir un impact sur les dispositions de celui qui les fait. Du coup, on s'en fout si c'est tout ce que mon seule disposition, je veux faire le rituel comme il faut. Mais quand je le fais, il faut que ça ait un effet sur moi. Sinon, pourquoi je le ferais? Donc, c'est une autre logique. Avec le jeu, encore une autre logique. Je dois faire comme la vie quotidienne. Il ne suffit pas de suivre les règles du jeu. Il faut que, comme dit Robert, et elle a absolument raison, il faut que je m'engage personnellement à bien jouer. Et que du coup, mais c'est comme la vie de tous les jours, sauf que je reconnais que les conventions qui régissent mes actions ne sont pas celles de la vie quotidienne. Donc, dans le spectacle, c'est encore autre chose. Je dois agir et que les actions, c'est comme le rituel, en gros. C'est-à-dire les actions prennent de l'intérêt, de l'intelligibilité dans la mesure qu'ils sont censés avoir un effet sur celui qui... Ils sont censés avoir un effet. Dans le rituel, c'est sur celui qui les agit. L'idée, c'est que le spectacle est exactement pareil, sauf que ce n'est pas sur celui qui agit, mais sur un autre. En gros. Et du coup, j'ai une petite sorte de théorie de l'action maison, avec, bon, là j'ai 4 cases, parce que j'ai quand même un fond structuraliste de base, mais on pourrait y avoir d'autres. J'ai imaginé à un moment donné la bureaucratie, la folie, le travail, la fête, c'est d'autres. Mais j'ai des petits modules où chaque fois, mon attention est modulée d'une certaine façon, et ma participation est modulée d'une certaine façon. Et donc, je les définis de façon relativement réducteur et stricte. Du coup, là, le rituel, ce n'est que l'engagement dans une situation... Non, c'est une certaine façon de faire attention à ce qu'on fait avec d'autres, entre parenthèses. Et du coup, là, c'est faire attention au fait que l'accomplissement de certains actes ont une incidence sur la personne qui les accomplit. Point. Du coup, là... Mais là, l'idée, c'est que la plupart des événements et des situations empiriques ne sont pas des exemples purs de que ce soit. Ce sont des mixtes.
C'est-à-dire un match de football, c'est à la fois un jeu et puis un spectacle, et puis ça implique des négociations financières quotidiennes, et puis en même temps, certaines choses sont ritualisées. Et toute l'efficacité et la spécificité d'un match de football, c'est la façon qu'il agence ces différentes sortes de modules, ces différents modes de participation pour former un tout bien structuré. Et l'idée, c'est de dire que, quel que soit le libellé qu'on applique au phénomène, ça, c'est la norme. C'est-à-dire, ce sont des trucs qui sont des mixtes. Et du coup, mon boulot, c'est d'identifier les composantes des mixtes et les modes de leur articulation. Et du coup, je gagne, parce qu'en instrument qui me permet de couper, de dévisser les mécaniques d'un événement, et là où je perds, mais je ne peux plus dire ça c'est un rituel, ça c'est un jeu, ça c'est un truc. C'est-à-dire que ce truc-là, en fait, ne tient plus la route. Et du coup, j'ai des événements, et je suis obligé de dire ça c'est un match de football. Bon. Et la seule chose pour laquelle je l'ai vraiment fait, c'est pour la pratique psychothérapeutique. J'essaie de démonter un peu, parce que j'en avais marre des thérapeutes qui disent « ouais, c'est rituel ce qu'on fait ». C'est beaucoup plus compliqué. Et ça prend son intérêt dans la façon que ça fait articuler ces différents modes de participation ou régime d'attention. Et du coup, là, l'idée, c'est que là, on a un instrument dans lequel le rituel est un parmi une multitude de modes. Et qu'en fait, on quitte le côté du genre rituel ou pas. C'est-à-dire qu'on rejoint un petit peu la position il y a potentiellement du rituel en tout, ça dépend un tout petit peu. Alors, mon problème, c'est les composantes, là. Parfois, je les pense comme des briques de Lego, jaune, vert, des trucs dans le monde. Et parfois, je les pense comme des paires de lunettes que moi, je mets. Et quand je mets ces paires de lunettes, je vois que tout en rouge, quoi. Et de là, je vois tout en vert. Donc, c'est un petit peu à mi-chemin entre la paire de lunettes et les briques. Mais, encore une fois, pour moi, c'est super important ça, parce que, et j'essaie de marteler ça autant que je peux, ce n'est que des modèles. C'est des conceptualisations, les miennes. C'est pas cher. Je peux les changer demain. Je perds rien. Rien du tout. Ce n'est que des modèles. Ce n'est pas la vérité. La vraie vie, elle est beaucoup plus complexe. Beaucoup. Je ne peux jamais qu'appréhender quelques dimensions de ce truc-là. Du coup, c'est bon d'avoir des modèles qui sont difficilement réifiables comme des phénomènes. Du coup, que ça soit à mi-chemin entre des briques et des lunettes, moi, c'est impeccable, quoi.